Le poids de la tarte à la citrouille faite maison stabilise mes mains, alors que je me tiens sur le seuil de l'élégante maison de banlieue de mes parents. À travers les panneaux de verre plombé qui flanquent la porte d'entrée, j'entrevois un kaléidoscope de mouvements, 24 par an, qui se mêle sous l'éclat du précieux lustre en cristal de ma mère. Un instant, j'envisage de faire demi-tour, de rentrer à mon appartement, et de passer Thanksgiving avec un plat surgelé et la télévision en fond sonore. Mais mon père m'aperçoit à travers la vitre. La voilà, sa voix tonne alors qu'il ouvre la porte en grand. Notre experte des chiffres est arrivée. Je force un sourire et j'entre, l'arôme de la sauge et de la dinde rôtie m'enveloppant. Ma robe simple, une modeste tenue sarcelle arrivant aux genoux, me semble soudain inadéquate au milieu des paillettes festives de la maison de ma mère. « Oh, tu as apporté le dessert », dit maman, en acceptant la tarte avec un baiser superficiel sur ma joue. Ses yeux passent rapidement de moi à l'allée. « C'est tout ce que tu as apporté ?»« Juste moi et la tarte », je réponds, en essayant de garder une voix légère. « Faites maison. » Papa me tapote l'épaule. Skyla travaille avec les chiffres. Un travail très stable. Toujours ponctuel. Le compliment me frappe comme une gifle déguisée. Toujours ponctuel. Toujours fiable. Toujours ennuyeuse. J'ai entendu des variantes de ceci toute ma vie. Le téléphone de maman sonne, et son visage s'illumine. C'est ta sœur. Elle est un peu en retard. 30 minutes, et ce n'est pas fini, je murmure, mais personne ne remarque mon commentaire, alors qu'on me pousse vers le salon, où les parents se regroupent avec des verres et des apéritifs. L'oncle Warren lève son verre. La comptable est arrivée. Comment va la vie, à équilibrer ses comptes, Skyla? Je suis auditrice interne, en fait, je corrige, en acceptant une flûte de champagne d'un plateau qui passe. Et les affaires vont. Un silence soudain tombe sur la pièce, comme un lourd rideau. Les conversations s'arrêtent en plein milieu. Les têtes se tournent vers l'entrée. Ma sœur est arrivée. Marissa entre d'un pas léger, avec 30 minutes de retard, et semblant tout droit sorti d'un magazine de mode. Son manteau Camel Max Mara, que je reconnais du Vogue du mois dernier, tombe parfaitement sur ses épaules. Le sac à main Prada qui pend à son poignet coûte probablement plus cher que mon loyer mensuel. Désolé, je suis en retard, annonce-t-elle, sans paraître désolée du tout. La circulation était absolument infernale. Maman se précipite vers elle, rayonnante de cette fierté qu'elle ne montre jamais en me présentant. « Tu es magnifique, ma chérie. » Elle caresse la manche du manteau de Marissa. « C'est nouveau ?» Marissa se rengorge. « Je l'ai juste pris le week-end dernier. » La couleur m'a appelé. « Tu travailles si dur, s'extasie maman. Tu mérites de te faire plaisir. » J'avale difficilement et je vide ma coupe de champagne d'un trait. L'ironie me brûle plus que les bulles. Marissa n'a pas eu d'emploi stable depuis 3 ans, passant d'un contrat de consultante à l'autre, des contrats qui, curieusement, ne durent jamais, mais qui s'accompagnent toujours de titres à consonance impressionnante. On nous appelle pour le dîner avant que je puisse m'échapper pour me resservir. Je me retrouve assise entre ma cousine Lorraine et la nouvelle petite amie de l'oncle Warren, dont j'ai déjà oublié le nom. En face de moi, Marissa mène la conversation, régalant la tablée d'histoires sur sa dernière entreprise, impliquant les réseaux sociaux et les marques de luxe. Skyla. Lorraine se tourne vers moi pendant une accalmie, la voix basse. Je voulais te demander quelque chose à propos de mes prêts étudiants. Les intérêts me tuent, et je me demandais si tu aurais des conseils sur la restructuration. Je me penche, sincèrement heureuse d'être utile. En fait, il y a un programme dont je viens de lire qu'il pourrait t'aider, si ton revenu est en dessous d'un certain seuil. Tout le monde ne veut pas entendre parler de maths au dîner, ma chérie, interrompt maman depuis 3 sièges plus loin, son oui devenant soudainement sélective et aiguisée. Elle sourit à Lorraine. Pourquoi ne demandes-tu pas à Marissa? Elle est douée avec l'argent. Le silence s'installe à table. Je fixe mon assiette, la fourchette suspendue au-dessus d'une dinde intacte. Le rire de Marissa teinte comme de la glace dans un verre de cristal. Oh, Skyla est toujours en train de jongler avec les chiffres, dit-elle en faisant tourner son vin. Et toujours à court d'argent, apparemment. Mes joues brûlent. Je gère très bien mon argent. Ah oui? Marissa arque un sourcil parfait. Alors pourquoi demandes-tu toujours des prêts? La température de la salle à manger chute de 10 degrés. 23 perdus aussi entre nous, comme des spectateurs à un match de tennis.
Je ne t'ai jamais demandé d'argent, dis-je, ma voix stable malgré le vacarme dans mes oreilles. Pas une seule fois. Pas une seule fois? S'il te plaît, Marissa lève les yeux au ciel de façon théâtrale. Tu devrais arrêter de mendier de l'argent. C'est embarrassant. Les mots me percutent comme un coup physique. Mes oreilles bourdonnent de l'audace de son mensonge, une inversion complète de notre réalité. Personne ne parle. Personne ne me défend. Pas même nos parents, qui savent exactement dans quelle direction l'argent circule. En parlant de choses embarrassantes, intervient papa avec une jovialité forcée. Quelqu'un a vu le match des Seahawks dimanche dernier? Ce quatrième quart-temps était quelque chose. Et voilà, la conversation repart de plus belle, laissant mon humiliation derrière, comme un animal écrasé sur la route que personne ne veut reconnaître. Je reste assise, figée, transportée à l'époque où j'avais 10 ans, vidant ma tirelire pour aider à acheter un costume de danse à Marissa. Ta sœur en a plus besoin que toi, avait dit maman en me tapotant la tête. Elle a son récital bientôt. Tu es la pragmatique, Skyla. La pragmatique. La responsable. Celle de qui on attend qu'elle se sacrifie. Je m'excuse au moment du dessert, m'éclipsant vers les toilettes. Mes mains tremblent alors que je verrouille la porte derrière moi, mais mon esprit n'a jamais été aussi clair. Je sors mon téléphone, j'ouvre mon application bancaire, et je contemple les 5 paiements récurrents vers divers comptes au nom de Marissa. 5 ans. 52 800 €. Une moyenne de 880 € par mois. Assurance auto. Minimum de carte de crédit. Remboursement de prêts personnels. La preuve du vampirisme financier de ma sœur brille sur mon écran, en rangée nette et organisée, exactement comme une auditrice les tiendrait. Sans hésitation, je sélectionne chaque paiement et je les annule tous. Un par un, des messages de confirmation apparaissent. Je m'asperge le visage d'eau froide, je l'essuie avec l'une des serviettes décoratives de maman, et je retourne dans la salle à manger. Ma tarte à la citrouille trône au centre de la table, des parts manquantes dans sa croûte parfaite. Te voilà, dit maman. On a commencé sans toi. Ce n'est pas grave. Je me glisse de nouveau à ma place, un calme étrangement envahissant. Je n'ai pas vraiment faim pour le dessert, de toute façon. Mon téléphone vibre dans ma poche. Des notifications de ma banque. Les annulations sont terminées. Encore du café, Skyla, propose papa, la cafetière à la main. Je souris et je tends ma tasse. Oui, je crois que je vais en reprendre. Pour la première fois en 5 ans, je ne paierai pas pour la vie de ma sœur ce soir. Pour la première fois depuis une éternité, je me choisis, et ça ressemble à la première bouffée d'air après avoir failli se noyer. Les chiffres ne mentent pas. Les gens, si. Le lendemain, la lumière du matin filtre à travers les stores de mon modeste 2 pièces, alors que j'ouvre mon ordinateur portable sur le petit bureau coincé entre la cuisine et le salon. La cafetière gargouille en arrière-plan, et son rythme familier stabilise mes mains, tandis que je crée une nouvelle feuille de calcul. Historique des paiements, Marissa Cole. Je tape l'en-tête, mes doigts se déplaçant avec la précision qui me rend précieuse au travail. Chaque frappe ressemble à la reconquête d'une partie de moi-même. Je consulte mes relevés bancaires, copiant méthodiquement chaque paiement effectué à ma sœur au cours des 5 dernières années. La feuille de calcul s'allonge, ligne par ligne, une fouille archéologique de mes sacrifices financiers. 3 paiements de cartes de crédit distincts chaque mois. Le prêt personnel qui était censé être juste en attendant que sa commission arrive. L'assurance pour le SUV de luxe dont elle avait absolument besoin pour des réunions clients qui ne se sont jamais matérialisées. Le total apparaît au bas de la colonne, 52 800 €. Le chiffre est là, m'accusant non pas de générosité, mais de crédulité. Près de 900 € par mois, plus que le remboursement de ma propre voiture, détourné en silence pour maintenir la façade soigneusement construite de Marissa. J'enregistre le document à 3 emplacements différents dans le cloud. Les preuves sécurisées, je m'autorise une autre gorgée de café. Mon téléphone vibre à nouveau. L'écran s'illumine avec le nom de Marissa, pour la 16e fois depuis l'aube. Je le mets en silencieux sans lire le message, mais les notifications continuent d'apparaître. Il y a un problème avec les paiements. Appelle-moi maintenant. Tu as changé de banque? Paiement échoué. Qu'est-ce que tu as fait? La société de carte de crédit a appelé. Règle ça. Prélèvement automatique refusé. Rappelle-moi. Fonds insuffisants?
Qu'est-ce qui se passe? Les messages passent de la confusion à la panique, puis à la rage, la ponctuation se multipliant avec son désespoir. 15 appels. Plus de 30 messages en seulement 24 heures. Je pose mon téléphone, écran vers le bas, et je continue de travailler. En milieu d'après-midi, l'inévitable se produit. Le nom de ma mère apparaît à l'écran. Je réponds à la 3e sonnerie. Skyla? Qu'est-ce qui se passe? Marissa dit que tu refuses de l'aider. Sa voix porte cette note familière de déception, comme si j'avais de nouveau 10 ans, gardant égoïstement mon argent d'anniversaire au lieu de le partager. Ça fait 5 ans que je paie ses factures, maman. Ma voix sonne différemment, plus stable qu'elle ne l'a jamais été en parlant à ma mère. Elle a dit à tout le monde hier à Thanksgiving que je lui mendiais de l'argent, alors j'ai arrêté. Une inspiration brusque. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Tu sais comment est Marissa quand elle est nerveuse. Elle exagère. Ce n'était pas une exagération. C'était un mensonge. Et tout le monde l'a cru. Tu dramatises. La famille s'entraide. J'ai aidé pendant 5 ans. Ça fait 52 800 € de mon argent. Une longue pause, puis un bruissement alors que le téléphone change de main. Skyla, c'est papa. Sa voix semble soudain plus vieille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'argent? Ta sœur dit que tu l'as coupé des vivres sans prévenir. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle a besoin de mon argent chaque mois? Elle a des problèmes de trésorerie avec son entreprise. Tu le sais bien. Papa, elle n'a pas d'entreprise. Elle n'a pas eu de travail stable depuis 3 ans. Un autre long silence. Tu as changé, dit-il finalement. Tu étais gentille, avant. Les mots me blessent plus profondément que prévu, mais la clarté vient affronter la douleur. Je n'ai pas changé, je réponds. J'ai simplement arrêté de laisser les gens utiliser ma gentillesse comme leur filet de sécurité. Le silence stupéfait qui suit me dit qu'ils n'ont jamais considéré notre dynamique familiale sous cet angle. L'appel se termine maladroitement, avec des promesses de reparler de ça plus tard, ce qui, nous le savons tous, signifie « j'espère que tu retrouveras la raison ». À peine ai-je posé mon téléphone qu'il sonne à nouveau. Lorraine? Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu es parti si brusquement de Thanksgiving. Sa voix s'éteint, cherchant des informations. C'était une soirée difficile, j'offre prudemment. Marissa envoie des messages à tout le monde à propos de problèmes d'argent. Quelque chose à propos d'un prêt que tu aurais annulé? Un rire amer m'échappe avant que je puisse le retenir. Je n'ai pas annulé de prêt. J'ai arrêté de faire ces paiements mensuels, après 5 ans à payer ses factures. Attends, tu payais ses factures? Mais elle a cette immense maison à Bellevue. La surprise dans la voix de Lorraine confirme ce que je soupçonnais. Personne ne savait. Pendant des années, Marissa avait maintenu son image de succès, tout en vidant secrètement mes comptes. On parle de combien? Demande Lorraine. 52 800 €. Putain, Skyla. Elle s'interrompt. Pas étonnant que tu refuses toujours les voyages en famille. Une boule se forme dans ma gorge. Toutes ces années d'excuses sur les obligations professionnelles, l'épargne pour une maison, la nécessité d'être disponible en cas d'urgence, alors que la vérité était plus simple et plus douloureuse. Je ne pouvais pas me permettre à la fois le style de vie de Marissa et ma propre existence. Après que Lorraine a raccroché, promettant une discrétion que, je le sais, elle ne tiendra pas, mon téléphone sonne avec un texto de mon cousin Michael, il était temps que quelqu'un tienne tête à l'enfant prodige. La vérité se propage dans la famille maintenant, recadrant 5 années de réunion où Marissa arrivait en vêtements de marque, tandis que je portais la même robe noire avec différents accessoires. Où elle apportait des vins chers, tandis que je cuisinais moi-même parce que c'était moins cher. Où elle parlait de complexes hôteliers exclusifs, tandis que je mentionnais tranquillement des vacances à la maison. Je ferme la feuille de calcul et mon ordinateur. La documentation est complète. Les paiements sont annulés. La vérité est lâchée dans la nature. Pour la première fois en 5 ans, la totalité de mes 880 € mensuels destinés à Marissa restera sur mon propre compte. Cette pensée ne m'apporte pas la satisfaction que j'attendais, juste une sorte de soulagement creux. Comme retirer une écharde qui est là depuis si longtemps qu'on a appris à bouger en évitant la douleur. Je jette un coup d'œil à mon téléphone, où le nombre de notifications est monté à 43. Demain apportera plus d'appels, plus de culpabilité, plus de pression.
Mais ce soir, les chiffres sont clairs. Et les chiffres, contrairement aux sœurs, ne mentent pas. La notification de la discussion de groupe familial illumine mon téléphone à 6h47 le lendemain matin. Je plisse les yeux devant l'écran, encore au chaud sous ma couette, et je regrette aussitôt d'avoir regardé. S'il vous plaît, gardez Skyla dans vos prières en ces temps difficiles, dit le message de Marissa. Les problèmes de santé mentale peuvent se manifester de nombreuses façons, y compris par la jalousie financière et un comportement irrationnel. Je fixe le plafond, comptant les douces aspérités pour ne pas lancer mon téléphone à travers la pièce. En quelques secondes, les réponses affluent. Oh non, que s'est-il passé? On t'envoie de l'amour, Skyla. On est là pour toi. Devrions-nous organiser un colis de soutien? Personne ne demande ce qui a motivé cette annonce. Personne ne remet en question sa validité. La parole de ma sœur est parole d'évangile, et je suis soudainement catalogué comme le membre instable de la famille en pleine crise. Ma mère appelle quelques minutes plus tard. Skyla Marie Thompson. Sa voix a ce ton particulier, réservé aux graves déceptions. Tu dois arranger ça, avant que Thanksgiving ne soit complètement gâché. Arranger quoi, exactement, je demande, en glissant mes pieds dans mes pantoufles, me dirigeant vers ma cuisine pour préparer le café. Ne fais pas l'idiote. Marissa est dévastée. Ton père peut à peine regarder son téléphone quand elle envoie des textos à ton sujet. Elle fait une pause. On t'a mieux élevé que ça. La cafetière gargouille alors que je mesure le café avec une précision experte. As-tu demandé à Marissa ce que j'ai fait, exactement? Elle m'a montré les notifications de la banque. Tous ces paiements, soudainement annulés. La voix de ma mère baisse jusqu'à un murmure accusateur. Elle a des factures, Skyla. Des responsabilités. Moi aussi. Les mots sortent plus fort que je ne le voulais. Ce n'est pas ton genre, continue-t-elle. La fille que j'ai élevée n'abandonnerait jamais sa sœur. Je regarde le café couler régulièrement dans la verseuse, noir et clarifiant. La fille que tu as élevée a payé les factures de Marissa pendant 5 ans, pendant qu'elle racontait à tout le monde que je lui mendiais de l'argent. Un silence s'étire entre nous, tendu comme un fil. Je vais être en retard au travail, j'interromps, un acte de rébellion sans précédent. Embrasse papa pour moi. Je mets fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, et j'ouvre Facebook pour trouver la dernière performance de Marissa, une photo de bon goût, filtrée, d'elle regardant pensivement par une fenêtre, avec la légende, le cœur brisé quand des membres de la famille luttent contre la jalousie. Je prie pour la guérison en ces temps difficiles. 27 commentaires compatissants, déjà. Je ferme l'application sans répondre et je finis de me préparer pour le travail. Quand j'arrive au bureau, quelque chose d'inattendu se produit. Je travaille mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. La documentation des clients passe par mon processus de révision avec une efficacité inhabituelle. Les feuilles de calcul qui nécessitent normalement une double vérification semblent limpides dès le premier coup d'œil. Tu sembles plus concentré ces derniers temps, commente mon manager lors de notre point de l'après-midi. Quoi que tu fasses, continue comme ça. Ce que je fais, c'est garder 880 € de plus par mois sur mon compte en banque, et dormir toute la nuit pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, j'achète un nouveau bureau pour mon espace de travail à la maison, un meuble en chêne massif que je convoite depuis des mois, mais que je n'ai jamais pu justifier tout en subvenant au style de vie de Marissa. En entrant les informations de ma carte de crédit, je ne ressens aucune de l'anxiété habituelle liée aux dépenses pour moi-même. Pas de calcul mentaux sur la façon dont cet achat pourrait affecter ma capacité à couvrir le paiement de l'assurance auto de Marissa ou les minimums de ses cartes de crédit. Je réalise que j'ai vécu en dessous de mes moyens, non par frugalité ou par sage planification financière, mais pour financer les excès de ma sœur. La révélation s'installe dans mon estomac comme une pierre. Le véritable test de ma nouvelle résolution arrive 3 jours plus tard, lorsque Marissa se présente sans prévenir dans le hall de mon immeuble de bureau. Je l'aperçois à travers les portes vitrées alors que je reviens de déjeuner, lunettes de soleil de créateur perchées au-dessus d'un maquillage parfait, cheveux stratégiquement ébouriffés, et ce qui semble être une tenue soigneusement choisie, qui communique à la fois une nonchalance aisée et une détresse. Comment as-tu pu m'abandonner comme ça, exige-t-elle bruyamment dès que je m'approche, des larmes coulant sur ses joues sans déranger son mascara. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Des têtes se tournent dans tout le hall. Mes collègues ralentissent le pas, feignant de ne pas écouter, tout en absorbant clairement chaque mot. Je garde ma voix mesurée et basse.
Ce n'est pas l'endroit pour discuter de tes problèmes financiers, Marissa. Problèmes financiers, elle rit, le son aigu et cassant. C'est toi qui as toujours eu besoin de mon aide, et maintenant, quand j'ai besoin de toi, juste temporairement, tu me coupes les vivres complètement. Un agent de sécurité jette un regard dans notre direction, préoccupé par le volume qui monte. Appelle-moi quand tu seras prête à parler de plan de remboursement, dis-je doucement. Remboursement. Le mot reste en suspens entre nous, comme une grenade dégoupillée. Ses larmes disparaissent instantanément. La transformation serait impressionnante si je ne l'avais pas vue d'innombrables fois auparavant, le passage immédiat de la victime blessée au calcul froid, lorsque la manipulation échoue. Ce n'est pas fini, siffle-t-elle, la voix soudainement stable. Elle tourne brusquement, ses talons aiguilles claquant contre le marbre, alors qu'elle sort par les portes tournantes. Je la regarde partir, me sentant étrangement calme au lendemain de ce qui aurait dû être une confrontation dévastatrice. Samedi apporte un soutien inattendu. Lorraine arrive à la porte de mon appartement, apportant le déjeuner de mon traiteur préféré et un sourire compatissant. « Ça va ?» demande-t-elle, en déballant des sandwichs et des contenants de soupe sur ma petite table à manger. Tout le monde parle de ce qui s'est passé. De quelle version parle-t-il, je demande, en sortant des assiettes de mon placard. Lorraine secoue la tête. La vraie histoire commence à se savoir. Michael m'a appelé après avoir parlé à ton père. Est-ce vrai que Marissa te doit plus de 50 000 euros? 52 800 euros, je confirme. Mais sa dette totale est plus proche de 96 000 euros, d'après ce que j'ai pu voir. Le sandwich de Lorraine s'arrête à mi-chemin de sa bouche. 96 000 euros? Comment est-ce possible? Ils vivent dans cette belle maison à Bellevue. Hypothéqués jusqu'à la limite, je réponds. Plus 3 cartes de crédit au maximum, 2 prêts personnels, et le leasing de la voiture qui a 3 mois de retard. J'ai couvert les paiements minimums pendant des années. Elle t'a utilisé pendant tout ce temps, la voix de Lorraine durcit de colère, tout en faisant semblant d'être celle qui réussit. Mon téléphone vibre avec une notification. Les plus jeunes cousins ont créé une nouvelle discussion de groupe nommée l'équipe Skyla, sans Marissa ni mes parents. Je suis encore en train d'absorber cette nouvelle quand mon téléphone sonne, avec un numéro inconnu. Je suis sur le point de refuser, jusqu'à ce que Lorraine regarde l'écran. C'est le portable d'Evan, dit-elle, les yeux écarquillés. Le mari de Marissa. J'accepte l'appel, en le mettant sur haut-parleur. Skyla? La voix d'Evan semble tendue. Il faut qu'on parle. Je t'écoute, dis-je. Je n'avais aucune idée de tout ça, commence-t-il. Elle a tout caché. Les paiements. La dette. Tout. L'honnêteté brute de sa voix me prend au dépourvu. Merci de l'avoir aidé discrètement pendant toutes ces années, continue-t-il. Je pensais que nous étions stables, mais nous avons vécu au-dessus de nos moyens pour maintenir les apparences avec les voisins. Je croise le regard stupéfait de Lorraine de l'autre côté de la table. Nous ne sommes pas aussi à l'aise financièrement que tout le monde le croit, avoue Evan. Loin de là. Une étrange légèreté s'installe en moi. Pendant des années, j'ai cru être la seule à voir Marissa clairement. Maintenant, d'autres commencent à entrevoir l'envers du décor. J'espère que tu pourras l'aider à trouver de meilleures façons de gérer ça, dis-je finalement. Lorraine me serre la main par-dessus la table alors que l'appel se termine. Pour la première fois depuis des années, je ne suis pas seul dans ma compréhension de Marissa. Et pour la première fois de ma vie, on n'attend pas de moi que je règle tout. Cette nuit-là, on frappe à la porte de mon appartement à 23h42, 3 coups tonitruants qui font vibrer les charnières. Je sais qui c'est avant même de regarder par le Judas. Marissa se tient dans la lumière crue du couloir, les bras enroulés autour d'elle. Ses cheveux tombent mollement autour de son visage, sans aucune trace de maquillage. Elle porte un jean délavé et un simple t-shirt en coton, des vêtements que je ne lui ai jamais vus auparavant. J'ouvre la porte, mais je bloque l'entrée avec mon corps. Il est presque minuit. S'il te plaît, murmure-t-elle, la voix brisée. Je m'effondre, Sky. Evan sait tout. Un instant, je revois la petite fille qui se glissait dans mon lit pendant les orages, cherchant le réconfort de sa sœur pragmatique qui n'avait jamais peur du bruit. Mais je me souviens de la table de Thanksgiving, de sa voix dégoulinante de fausse sollicitude, tu devrais arrêter de mendier de l'argent, c'est embarrassant. Pourtant, je m'écarte. Entre. Elle se précipite, arpentant mon salon comme un animal en cage.
Les sociétés de cartes de crédit n'arrêtent pas d'appeler. J'ai bloqué 8 numéros différents, mais ils en utilisent toujours de nouveaux. Et la BMW, sa voix se brise, ils vont la saisir la semaine prochaine. Je lui offre de l'eau dans un simple verre. Elle y jette un bref coup d'œil, espérant clairement du vin. Maman et papa sont anéantis, continue-t-elle, en acceptant l'eau mais sans la boire. Tu déchires la famille avec cette vendetta. Je m'assois sur mon canapé, observant ces simagrées avec une nouvelle clarté. Si je perds tout, ce sera de ta faute, dit-elle, la voix durcissant. C'est ça que tu veux? Me voir échouer? J'attends que son monologue s'épuise, que les pauses dramatiques destinées à susciter mes réassurances deviennent inconfortables. Quand elle se tait enfin, je parle. Je t'ai aidé pendant 5 ans, Marissa. Elle renifle, hochant la tête avec empressement. Et je suis si reconnaissante. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi tu arrêterais maintenant, alors que j'ai le plus besoin de toi. Je laisse une pause calculée s'étirer entre nous. Ça fait 52 800 €, dis-je d'un ton égal. J'ai les relevés de chaque paiement. Son visage passe de la supplication vulnérable à la colère défensive en un instant. Ce n'était pas tant que ça. Tu exagères pour me faire mal paraître. Sans un mot, j'ouvre mon ordinateur portable sur la table basse entre nous. L'écran s'illumine avec une feuille de calcul, chaque ligne un paiement, chaque colonne une catégorie. Date, montant, numéro de compte. Des notes documentant ses appels, ses excuses, ses promesses de me rembourser le mois prochain, c'est sur cette fois. 5 ans d'hémorragie financière, méticuleusement documentée dans le langage que je connais le mieux, des chiffres qui ne mentent pas, elle bute sur ces mots. Tu fais ça pour te mettre en valeur. Tu as toujours besoin d'être la parfaite. Quand je ne réponds pas, elle change de tactique. Tu sais que j'ai des dépenses que tu n'as pas. Rien que les frais du country club. Elle s'arrête, réalisant comment cela sonne. Tu gagnes tellement plus que moi, et c'est elle à la place, la voix montant. Tu ne comprends pas ce que c'est que de galérer. Je gagne 185 000 € par an, dis-je doucement. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Elle avait clairement supposé beaucoup moins. Je vis dans ce 2 pièces pour pouvoir payer tes factures. Le silence qui suit ressemble au premier moment d'honnêteté que nous ayons partagé depuis des années. Sa bouche s'ouvre et se ferme, cherchant un autre angle. Mais on est sœurs, dit-elle finalement, d'une petite voix. La famille s'entraide. Je me lève et je marche vers la porte, l'ouvrant une fois de plus. Tu as eu 5 ans, Marissa. J'ai payé 52 000 € de tes dettes. Ça suffit. Elle rassemble son sac, les épaules raides d'indignation. Sur le seuil, elle se retourne, les yeux plissés. Tu es sans cœur, siffle-t-elle. Tu le regretteras. Non. Je la regarde fixement. Tu devrais regretter d'avoir confondu la compassion de quelqu'un avec une obligation. La porte se referme entre nous avec un léger clic. 2 heures plus tard, ma mère a appelé. Je peux entendre la tension dans sa voix, l'effort pour garder son calme. Marissa dit que tu refuses de l'aider. Elle traverse une période si difficile en ce moment. Est-ce qu'elle t'a dit à quel point je l'ai déjà aidée, je demande. Elle a mentionné quelques petits prêts, maman élude. 52 000 € sur 5 ans, ce n'est pas petit, maman. Son inspiration brusque m'en dit plus que des mots. La voix de papa remplace soudain la sienne. 52 000 €? Ce n'est pas possible. Je peux vous envoyer la documentation par email, dis-je, mon doigt planant déjà sur le bouton d'envoi d'un courriel préparé depuis des jours. Pourquoi aurais-tu continué à lui donner de l'argent pendant tout ce temps si elle était? Si elle n'était pas honnête, j'ai terminé pour lui. Parce qu'elle fait partie de la famille. Et vous m'avez appris que la famille s'entraide, quoi qu'il arrive. Le silence stupéfait à l'autre bout du fil est à la fois une revanche et un crève-cœur. Plus tard dans la nuit, des textos commencent à apparaître sur mon téléphone. Oncle Warren, ta sœur est dévastée. Où est ta compassion? Tante Patricia, la famille pardonne. Point. Cette froideur n'est pas digne de toi. Mais il y en a d'autres. Cousin Michael, il était grand temps que quelqu'un lui tienne tête. Appelle si tu as besoin de parler. Lorraine, je viens d'apprendre la vraie histoire. On est tous derrière toi. Maman et papa aussi. Mon téléphone sonne avec une notification de notre discussion de groupe familial élargi.
Je me prépare à un autre barrage de culpabilité et de pression, mais je trouve à la place un message inattendu d'Evan. Merci à tous pour votre sollicitude. Marissa et moi traversons des difficultés financières qui ont été mises en lumière. Nous vous demandons votre compréhension pendant cette période. Et Skyla, merci pour ton soutien passé. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. La hiérarchie familiale traditionnelle, avec Marissa en son centre rayonnant, et moi en orbite comme la lune fiable et pragmatique, a commencé à se fissurer. Le dîner de Thanksgiving est devenu la ligne de partage dans notre histoire familiale, l'avant et l'après-vérité. Mon père rappelle, la voix sourde. J'ai regardé les relevés que tu as envoyés. Toutes ces années, tu as. Il s'interrompt, incapable de terminer la pensée que son enfant prodige a menti, tandis que sa pragmatique s'est sacrifiée. On devrait parler, dit-il finalement. Tous ensemble. Peut-être un dîner dimanche. Pas encore, je réponds, me surprenant moi-même à poser cette limite. J'ai besoin d'un peu de temps. Bien sûr, dit-il rapidement. Trop rapidement. Tout ce dont tu as besoin. Les mots sonnent étrangement venant de lui, de n'importe qui dans ma famille, en fait. Ce dont j'ai besoin n'a jamais été la priorité auparavant. Je me blottis sur mon canapé, enveloppé dans le couvre-lit que ma grand-mère a fait, celui que Marissa a toujours trouvé trop démodé à son goût. Mon appartement semble différent ce soir, pas plus grand ou plus luxueux, mais d'une certaine manière, plus à moi. Pour la première fois en 5 ans, le poids du secret et de l'obligation s'est levé. L'argent qui finançait la vie soigneusement orchestrée de Marissa financera désormais la mienne, authentique. Sur ma table basse, la feuille de calcul brille encore sur l'écran de mon ordinateur. 5 ans de paiement, chaque ligne une brique dans le mur entre qui j'étais et qui je deviens. Je ferme l'ordinateur, et la pièce tombe dans l'obscurité, à l'exception de la douce lumière de la ville qui filtre à travers mes stores. Demain apportera plus d'appels, plus de membres de la famille prenant parti, plus de pression pour que je reprenne mon rôle familier. Mais ce soir, dans le calme qui suit le moment où j'ai enfin dit ma vérité, je trouve quelque chose d'inattendu, la paix. Le texto d'Evan brille de manière inquiétante sur mon écran de téléphone une semaine plus tard, réunion de famille. Chez nous. Demain à 14h. Juste les parents, toi, et quelques autres. Il faut que ça cesse. Je fixe les mots pendant 1 minute entière, mon estomac se nouant. Dans la semaine qui a suivi ma confrontation avec Marissa dans mon appartement, la famille s'est fracturée en camps opposés. Mère appelle encore tous les jours avec des supplications larmoyantes. Père s'est retiré dans un silence inhabituel. Les cousins envoient des messages de soutien ou de condamnation, selon la version des événements qu'ils croient. Ce qui me surprend, c'est l'implication soudaine d'Evan. En 6 ans de mariage avec ma sœur, il est toujours resté agréablement détaché des drames familiaux. Quand j'arrive chez eux, une maison nettement plus petite que ce que mère avait laissé croire à tout le monde, Evan ouvre la porte avant que je ne frappe. Son expression habituellement décontractée est remplacée par quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Merci d'être venu, dit-il, la voix basse. Ça ne va pas être facile. Le salon ressemble à une salle d'audience attendant le procès. Mère et père sont assis, raides, sur des fauteuils assortis. Oncle Warren occupe une extrémité du canapé, à côté de tante Patricia et de grand-mère, dont la présence signale la gravité de la situation. Marissa n'est nulle part en vue. Où est? Je commence. Elle nous rejoindra sous peu, interrompt Evan, en désignant la chaise vide clairement positionnée comme le point central. S'il te plaît, assieds-toi. Je choisis plutôt le coin du canapé, maintenant une distance avec la zone d'explosion émotionnelle. L'air est chargé d'accusations tacites. Mère tente un faible sourire. C'est inutile. Les désaccords familiaux devraient rester privés. Pas celui-ci, dit Evan, la voix ferme, en posant un épais dossier en manille sur la table basse. Plus maintenant. Le son d'une porte qui se ferme résonne dans le couloir. Marissa entre, le visage démaquillé, portant un jean uni et un pull beige que je ne lui ai jamais vu. Pas de marque de créateur, pas de bijoux ostentatoires. Ses yeux sont rougis, mais secs. Assieds-toi, Marissa, dit Evan sans la regarder. Elle se perche sur le bord de la chaise vide, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Evan se tient devant nous, les épaules carrées. Je vous ai demandé de venir, parce qu'il est temps que tout le monde comprenne exactement ce qui s'est passé. Il ouvre le dossier.
Au cours des dernières années, Marissa a accumulé une dette personnelle totalisant 96 500 €. Mère étouffe un cri. La tête de père se redresse brusquement. Cela inclut les 52 800 € que Skyla a payés en secret pendant 5 ans, continue Evan. L'argent que Marissa m'a dit provenir d'un fonds en fiducie de grand-mère. L'inspiration brusque de grand-mère coupe le silence de la pièce. Je n'ai jamais rien mis en place de tel, je le sais, maintenant. Evan étale des relevés de cartes de crédit sur la table. Ceux-ci montrent des achats réguliers chez Nordstrom, Saks, Neiman Marcus, des vêtements de marque, des bijoux, des sacs à main. Des choses pour maintenir une apparence de succès, pendant que nous nous noyons discrètement. Père se penche en avant, étudiant les papiers avec une incrédulité croissante. Ça ne ressemble pas à la fille que nous avons élevée. J'avais besoin de ces choses, murmure Marissa. Tout le monde s'attendait à ce que je réussisse. Mère tend la main vers elle. Ma chérie, est-ce que tout ça est vrai? La question reste en suspens, la première fois en 30 ans que j'entends mère remettre en question la version des faits de Marissa. Le sang-froid soigneusement entretenu de Marissa s'effondre. Des larmes coulent sur ses joues. Je voulais juste que tout le monde soit fier de moi. En mentant? En volant ta sœur? La voix de tante Patricia est tranchante comme une lame. J'allais la rembourser, proteste faiblement Marissa. Quand? Demande Evan. Avec quel argent? Tu n'as pas eu d'emploi stable depuis 3 ans. Le silence qui suit a un poids physique. Je regarde ma famille absorber la réalité qu'ils ont niée pendant des années. Evan se redresse. Les choses vont changer, à partir d'aujourd'hui. On vend le Range Rover. Les vacances aux Maldives sont annulées. Marissa commence à travailler 40 heures par semaine à la boutique de Belinda lundi prochain, et on commence une thérapie financière jeudi. Le visage de mère pâlit. Mais c'est si extrême. C'est nécessaire, répond Evan. Et ça n'a que trop tardé. Père se tourne vers moi, les yeux embués de quelque chose que j'ai rarement vu, un regret sincère. On aurait dû le voir plus tôt, sa voix baisse jusqu'à un quasi-murmure. Je suis désolé, Skyla. Les mots que j'ai attendus des décennies pour entendre atterrissent doucement, sans la satisfaction que j'avais imaginée. Je hoche la tête une fois, acceptant, mais pas absoute. Pour la première fois de ma vie, je suis assise au milieu d'une crise familiale sans qu'on attende de moi que je la résolve. Je ne suis ni la sauveuse, ni la méchante, simplement présente. L'étrange libération de ce moment me serre la gorge. Les 6 mois suivants se déroulent par étapes prudentes et mesurées. Les ragots familiaux changent à mesure que toute l'histoire émerge. Marissa travaille dans la vente au détail après des années de loisirs, rentrant à la maison les pieds endoloris et les yeux humbles. Evan supervise leurs finances avec des feuilles de calcul qui font écho à mes propres registres méticuleux. Quand mère appelle maintenant, sa voix porte une nouvelle hésitation, comme si elle apprenait à naviguer en terrain inconnu. Père me pose des questions sur mes stratégies d'investissement, écoutant avec un intérêt sincère. Un jeudi matin de mai, mon téléphone sonne avec une notification bancaire, dépôt, 600 €. Un texto suit, ça prendra des années, mais je te rembourserai. Monsieur, je fixe l'écran, me souvenant de la table de Thanksgiving où elle m'avait publiquement accusé de mendier. Des toilettes où j'avais enfin trouvé mes limites. De la feuille de calcul documentant 5 ans de sacrifices silencieux. Mes doigts planent au-dessus du clavier. Une douzaine de réponses se forment et se dissolvent dans mon esprit. Finalement, je ne tape que 2 mots, reçus. Merci. Pas de pardon. Pas encore. Mais peut-être une porte laissée légèrement entr'ouverte, dans un mur que j'avais tout à fait le droit de construire. Le poids de la bougie parfumée à la citrouille stabilise mes mains, alors que je me tiens sur le seuil de la maison de style Tudor, plus modeste, d'Evan et Marissa. À travers les panneaux de verre plombé qui flanquent la porte d'entrée, j'entrevois de modestes décorations de Thanksgiving, bien loin des étalages opulents de la maison de nos parents l'année dernière. Un instant, j'envisage de faire demi-tour, de rentrer à mon appartement, et de passer la fête seul avec un bon livre. Mais j'aperçois mon père à travers la vitre. Et nos regards se croisent. Une année a transformé plus que mon simple espace de vie. Mon appartement dispose maintenant d'un canapé d'angle moelleux en velours bordeaux, remplaçant le canapé usé de seconde main que j'avais toléré pendant des années. Mon bureau à domicile brille avec un vrai bureau, au lieu de la table pliante bancale où j'avais géré mes finances, et celle de Marissa, pendant une demi-décennie.
Le paiement mensuel de 880 € qui disparaissait autrefois dans les besoins sans fond de ma sœur alimente désormais un compte d'investissement affichant une croissance de 12%. Papa ouvre la porte avant que je ne puisse frapper. La voilà, dit-il, mais sa voix n'a pas la qualité retentissante dont je me souviens de mon enfance. Au lieu de cela, il y a quelque chose que je n'ai jamais entendu auparavant, du respect. Joyeux Thanksgiving. J'entre, respirant l'arôme de la dinde rôtie. Ma robe simple, une tenue vert forêt arrivant aux genoux, semble parfaitement adéquate pour cette réunion. Oh, tu es pile à l'heure, dit maman, en m'embrassant sur la joue sans le sentiment de formalité habituelle. Marissa est sur le point de servir. La table de la salle à manger, dressée simplement avec des assiettes blanches et des serviettes en tissu, n'accueille que 8 couverts, au lieu des 24 de l'année dernière. Pas de lustre en cristal suspendu au-dessus, juste un modeste luminaire, illuminant des visages que je reconnais maintenant comme une famille, plutôt qu'un public. Marissa sort de la cuisine, vêtue d'un jean et d'un pull de couleur crème. Pas de marque de créateur visible, pas de bijoux ostentatoires captant la lumière. Les cheveux attachés en une simple queue de cheval, elle porte un plat de dinde tranché avec des mains stables. Tout a l'air délicieux, dis-je, et je le pense. Le sourire de Marissa contient quelque chose de nouveau, de l'humilité. Merci d'être venu. Quand tout le monde est assis, Evan propose un toast. Tous les yeux se tournent vers lui, mais il fait un signe de tête à Marissa, qui se lève lentement. Elle lève son verre d'eau. À une famille qui nous dit la vérité, même quand ça fait mal. Ma gorge se serre de manière inattendue. Je lève mon verre en signe de reconnaissance, pas encore prête à une réconciliation complète, mais acceptant ce nouveau départ honnête. Tout au long du dîner, la conversation s'écoule sans les façades habituelles. Oncle Warren parle de sa récente opération à cœur ouvert sans en minimiser l'impact. Lorraine partage sa promotion sans en sous-estimer l'importance. Mes parents admettent leurs difficultés avec la planification de la retraite, sans prétendre que tout est parfait. Personne ne joue un rôle, personne n'est en compétition. Nous existons simplement ensemble, dans la vérité. Plus tard, de retour dans mon appartement, j'ouvre mon ordinateur portable par habitude, mais je ne consulte plus la feuille de calcul quotidiennement. 12 paiements sont arrivés régulièrement de Marissa, chacun exactement à temps. Je parcours mon téléphone, supprimant les anciens messages suppliants d'elle que j'avais gardés comme preuve. Ils ne sont plus une armure nécessaire contre la manipulation. La vérité a émergé et s'est déposée, comme la poussière après une tempête. En ouvrant mon journal, j'écris 52 800 €. Si elle avait été une étrangère, j'aurais arrêté il y a des années. Mais c'était ma sœur. Ou du moins, je le pensais. Je fais une pause, considérant ce qui a changé. Les dépôts mensuels de Marissa ne sont pas seulement une restitution financière, ils sont une reconnaissance que mes limites comptent, que mon sacrifice mérite d'être reconnu. Ma valeur n'a jamais été liée à l'approbation familiale, bien qu'il m'ait fallu 30 ans pour le comprendre. Les limites ne sont pas de la cruauté, mais du respect de soi. Je ferme le journal, ne ressentant ni triomphe ni regret. Juste de la clarté. Parfois, la gentillesse signifie savoir quand s'arrêter. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne cesse de couler, surtout quand c'est cette personne qui vous tire vers le fond. La question demeure, suspendue dans l'air du soir de mon appartement silencieux, face à la même situation, qu'auriez-vous fait? Couper les ponts comme je l'ai fait? Donner une chance de plus, parce que c'est la famille. Engager une action en justice pour récupérer ce qui a été perdu? Où tracez-vous la limite entre aider et se faire utiliser?